Un nuage de poussière s'élevait derrière le cavalier qui s'éloignait lorsque Joe Carter vit pour la première fois celui qui se présenta comme Sam Wilson. Le jeune homme était assis sur le porche du saloon Golden Horseshoe à Dry Creek, serrant dans ses mains un chapeau usé et fixant le sol, comme s'il y cherchait les réponses à toutes les questions du monde. Joe ralentit son étalon-bail et jeta un regard attentif à l'inconnu. De larges épaules sous une chemise délavée, un étui de pistolet à la ceinture, en apparence, un simple chercheur d'emploi. Il y en avait beaucoup ces derniers temps, certains fuyaient la loi, d'autres leurs dettes, et d'autres encore cherchaient simplement leur place sous le soleil impitoyable du Texas. « Vous cherchez du travail ?» demanda Joe en descendant de cheval et en l'attachant à un poteau. Le jeune homme leva la tête et Joe fut surpris. Ses yeux étaient étonnamment jeunes, presque enfantins, bien que son visage s'efforçât de paraître sévère. Des traits fins qu'on aurait pu qualifier de beaux, n'eussent été ses lèvres obstinément pincées et son regard déterminé. « Ça dépend du travail que vous proposez », répondit Sam d'une voix légèrement rauque, comme usée par une tension constante. Joe eut un sourire en coin. En 30 ans de vie sur la frontière, il en avait vu de toutes les couleurs, des desperados aux fermiers tranquilles que la vie avait forcés à prendre les armes. Ce gamin essayait manifestement de paraître plus âgé et plus expérimenté qu'il ne l'était. « Je transporte une cargaison à El Paso », expliqua Joe en s'adossant à la rampe du porche. « La route est dangereuse. J'ai besoin d'hommes qui savent en tirer et qui n'ont pas peur des ennuis. La paye est bonne, $50 par homme. » Les yeux de Sam s'illuminèrent d'intérêt, mais il s'efforça de ne pas le montrer. « Et quel genre de cargaison ?» demanda-t-il prudemment. « Rien d'illégal si c'est ce qui t'inquiète », répondit Joe avec un sourire. De l'argent de la mine du vieux McGregor. Les banques d'El Paso l'attendent. Mais la route qui traverse le canyon de l'Aigle est infestée de bandits. Il me faut 4 tireurs fiables. Sam se leva, et Joe remarqua qu'il était assez grand, bien que mince. Ses mouvements étaient rapides et agiles, ce qui était bon signe. Les mauvais tireurs ne faisaient pas long feu sur la frontière. « J'ai un cheval et un fusil ?» dit Sam en désignant d'un signe de tête une jument-pie attachée non loin de là. « Quand est-ce qu'on part ?»« Demain à l'aube. Mais d'abord, je veux voir comment tu tires. » Joe sortit une pièce d'argent de sa poche et la lança en l'air. Au même instant, Sam dégaina son revolver et tira sans viser. La pièce tinta contre le poteau en bois du saloon, percé en plein centre. « Pas mal, » admit Joe en ramassant la pièce. « Vraiment pas mal. » Sam rengaina son revolver d'un mouvement fluide. Joe remarqua que la main du jeune homme ne tremblait absolument pas. Une qualité rare pour un tireur aussi jeune. « Alors, bienvenue dans l'équipe, Sam Wilson. Je m'appelle Joe Carter. Et en 30 ans, j'ai fait passer plus de caravanes par ces montagnes que tu n'as vu de coucher de soleil. Enchanté de vous connaître, Monsieur Carter, » répondit Sam en lui tendant la main. La poignée de main était ferme, mais Joe sentit que la main du jeune homme était plutôt petite et fine. Apparemment, il n'était pas habitué aux travaux physiques pénibles, étrange pour quelqu'un qui cherchait un travail de mercenaire dans le Far West. « Les 3 autres sont déjà là, » dit Joe. « Tu feras leur connaissance demain. Pour l'instant, je te conseille de bien dormir. Une longue route nous attend et nous dormirons peu. » Sam hocha la tête et se dirigea vers son cheval. Joe le suivit du regard, notant avec quelle dextérité le jeune homme s'occupait de la selle et des rênes. Patate. Il y avait quelque chose d'inhabituel chez lui, mais Joe n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Peut-être était-il simplement trop jeune pour ce genre de travail. Mais il tirait vraiment bien. Et sur la frontière, c'était l'essentiel. Le lendemain matin, alors que les premiers rayons du soleil teintaient le ciel de rose, toute l'équipe se rassembla près de l'entrepôt de McGregor, à la périphérie de Dry Creek. Joe présenta Sam aux autres membres, Charlie Murphy, un vieil Irlandais à la barbe grise et couvert de cicatrices, Tom Browning, un Texan taciturne d'âge moyen,
et Miguel Sanchez, un Mexicain aux mains rapides et à la langue encore plus prompte. Un bleu, grommela Charlie en jetant un regard suspicieux à Sam. On dirait un fils de riche qui a décidé de jouer au cow-boy. Mais il tire bien, le défendit Joe. Et c'est ça qui compte. Miguel marmonna quelque chose en espagnol, de toute évidence peu flatteur, mais ne dit rien de plus. Tom ne prononça pas un mot, se contentant d'un signe de tête en guise de salutation. L'argent était emballé dans de lourds coffres qui furent chargés sur 2 chariots. Joe vérifia les armes et les provisions, s'assurant que tout le monde avait assez de munitions et d'eau. Le voyage jusqu'à El Paso prendrait 4 jours, s'il n'y avait pas de retard important. « Écoutez-moi bien, dit-il à l'équipe. Les 2 premiers jours, nous emprunterons une route relativement sûre. Mais ensuite, nous devrons traverser le canyon de l'Aigle. La bande de Blackjack y sévit depuis 6 mois. Ils sont une vingtaine, peut-être plus. Alors on reste groupés, on ouvre l'œil, et au premier signe de danger, on prend les armes. » Tous hochèrent dans la tête, y compris Sam. Joe remarqua que le jeune homme écoutait attentivement chaque mot et avait l'air sérieux, voire un peu tendu. « Une dernière chose, » ajouta Joe. « On n'abandonne personne. Si quelqu'un est blessé, on l'aide. Si quelqu'un est en difficulté, on le sort de là. Nous sommes une équipe, et c'est seulement en restant unis que nous atteindrons notre but vivant. » Les chariots se mirent en route, soulevant des nuages de poussière rouge. Joe chevauchait en tête sur son étalon bai, Sam légèrement derrière lui, sur sa gauche. Les autres se répartirent autour des chariots, observant attentivement les environs. Les premières heures se déroulèrent sans incident. La route serpentait entre des collines couvertes de buissons épineux et de chênes clairsemés. Le soleil montait dans le ciel, et la chaleur devenait de plus en plus pesante. De temps en temps, Joe jetait un regard en arrière vers ses compagnons pour voir comment ils tenaient le coup. Sam chevauchait en silence, le dos droit sur sa selle. Joe s'approcha de lui. « C'est ta première fois sur un coup comme ça ?» demanda-t-il. « Ou même Pas vraiment, » répondit Sam, mais quelque chose dans sa voix trahissait une certaine incertitude. « D'où viens-tu » ? « Du Kansas. La ferme familiale a fait faillite. J'ai dû trouver d'autres moyens de gagner ma vie. Cela expliquait certaines choses. Les enfants de fermiers savaient généralement bien s'occuper des chevaux et des armes, habitués dès leur plus jeune âge à repousser les coyotes et les bandits de passage. Mais quelque chose clochait encore. « Et pourquoi n'as-tu pas cherché du travail dans une autre ferme ?» continua Joe. Sam hésita avant de répondre. « Je voulais voir le monde. La ferme, c'est une vie limitée. » « Le monde du Far West peut se révéler plus limité que tu ne le penses, » remarqua Joe. « Surtout quand on le voit de sous terre. » Sam esquissa un sourire, le premier depuis qu'ils se connaissaient. « Alors je ferai en sorte que ça n'arrive pas. » À midi, ils s'arrêtèrent pour se reposer près d'un petit ruisseau. Les chevaux furent abreuvés, les hommes aussi. Miguel sortit de ses sacoches de la viande séchée et des biscuits. Un repas simple mais nourrissant pour un voyageur. Joe remarqua que Sam mangeait très proprement, par petites bouchées, et regardait constamment autour de lui, comme s'il craignait que quelqu'un ne s'approche par derrière. Il était nerveux. C'était compréhensible pour une première mission sérieuse. Mais l'œil expert de Joe décelait autre chose. Le jeune homme cachait manifestement quelque chose d'important. « Hé, le bleu !» interpella Charlie. « Montre-nous un peu comment tu as tiré hier. Je veux voir si ce n'était pas un coup de chance. » Charlie posa une boîte de conserve vide sur un rocher et s'éloigna d'une trentaine de pas. « Allez, épate un vieil homme. » Sam se leva, sortit son revolver et, presque sans viser, envoya une balle dans la boîte. Celle-ci bondit et roula sur les pierres. « C'est un vrai tireur, ma foi !» s'exclama Miguel. « D'où te vient une telle précision, amigo ?»« De l'entraînement, » répondit sèchement Sam. « Recommence, » insista Charlie, remettant la boîte en place. Cette fois,
Sam tira de la main gauche. Le résultat fut le même. La boîte vola dans les buissons. « Nom d'un chien !» siffla Tom, qui était de rester silencieux depuis le matin. « Il tire des deux mains !» Joe observait attentivement Sam. Le tir ambidextre était une compétence rare qui exigeait de longues années d'entraînement. En général, seuls les tireurs professionnels ou les personnes béquées qui n'avaient dû se battre souvent pour leur vie l'apprenaient. Et Sam paraissait trop jeune pour l'un comme pour l'autre. « Où as-tu appris ça ?» demanda Joe. « C'est mon père qui m'a appris. Il disait que dans ce monde, il valait mieux être prêt à tout. »« Ton père est un homme sage, » convint Joe. Mais les questions se multipliaient. Plus il en apprenait sur Sam, plus les mystères s'épaississaient. Un tireur trop doué pour un fils de fermier, trop prudent pour un novice, trop délicat pour un mercenaire ordinaire. Le jour touchait à sa fin lorsqu'ils atteignirent leur premier campement, une petite vallée entre les collines, protégée du vent. Il y avait là un puits avec de l'eau potable et un endroit pour faire un feu. Joe s'y était souvent arrêté lors de ses voyages. Pendant que Miguel préparait le dîner et que Charlie et Tom s'occupaient des chevaux, Joe remarqua que Sam s'était éloigné et installait son couchage derrière un gros rocher, à l'écart des autres. « Tu préfères dormir seul ?» demanda Joe en s'approchant. « J'ai l'habitude, » répondit Sam sans lever les yeux. « Et j'ai le sommeil léger. Je préfère ne déranger personne. Sur la frontière, on dort les uns près des autres. C'est plus sûr. Je me débrouillerai, » dit Sam avec obstination. Joe haussa les épaules et n'insista pas. Chacun ses manies. Mais quelque chose lui disait qu'il ne s'agissait pas seulement d'une habitude. Le dîner se déroula dans le calme. Miguel racontait ses aventures, Charlie se remémorait l'époque de la ruée vers l'or, Tom restait silencieux comme à son habitude. Sam écoutait, souriant de temps à autre, mais ne parlait presque pas. La nuit tombée, Joe répartit les tours de garde. Il prit le premier, donna le deuxième à Tom, le troisième à Charlie, et le dernier, juste avant l'aube, à Sam. « Le bleu pour le dernier tour ?» s'étonna Miguel. « C'est le moment le plus dangereux, Joe. »« C'est justement pour ça, » répondit Joe. « On verra comment il s'en sort. » En réalité, ses motivations étaient autres. Joe voulait observer Sam quand celui-ci pensait que personne ne le regardait. Trop de questions s'étaient accumulées en une seule journée. La nuit fut calme. Joe était assis près du feu mourant, écoutant les bruits du désert, le hurlement lointain d'un coyote, le bruissement du vent dans les buissons, le léger reniflement des chevaux. De temps en temps, il jetait un œil à ses compagnons endormis. Tous dormaient profondément, sauf Sam. Il se tournait et se retournait, marmonnant dans son sommeil. Et quand l'heure de la relève arriva, Joe vit que Sam ne dormait plus. Il était assis, les genoux repliés, à contempler les étoiles. « C'est ton tour, » dit doucement Joe en s'approchant. « Je sais, je ne dors plus depuis un moment. De mauvais rêves. »« Un peu de tout, » répondit évasivement Sam. Joe lui passa le fusil et lui indiqua les meilleurs postes d'observation. « Si tu vois quelque chose, réveille-moi tout de suite. Et souviens-toi, sur la frontière, il vaut mieux être trop prudent que pas assez. » Compris. Joe s'allongea sur sa couverture, mais le sommeil ne venait pas. Il observait discrètement Sam, qui faisait le tour du camp, scrutant l'obscurité avec attention. Les mouvements du jeune homme étaient prudents, presque félins, et un autre détail, au clair de lune, le profil de Sam semblait tout autre, plus doux, plus féminin. Une pensée soudaine mit Joe en alerte. Et si... Non, c'était trop invraisemblable. Quoique d'un autre côté, cela expliquerait bien des étrangetés. Le désir de dormir à l'écart, la prudence de ses gestes, ses mains fines, les traits délicats de son visage. Joe ferma les yeux et tenta de chasser ses soupçons. Demain serait un autre jour, et peut-être que tout s'éclaircirait. Pour l'instant, il fallait dormir, une longue route les attendait à travers des lieux dangereux.
Mais le sommeil ne vint pas avant l'aube. Le deuxième jour de voyage commença par une surprise. Alors que tout le monde se préparait à partir, Joe remarqua que Sam se changeait derrière un chariot, le dos tourné au camp. Normalement, les hommes n'avaient aucune gêne à se changer les uns devant les autres, surtout lors de longs trajets où l'intimité est un luxe. « Sam, dépêche-toi !» cria Charlie. « Le soleil est déjà haut. J'arrive !» répondit Sam en sortant de derrière le chariot et en ajustant sa ceinture. Joe suivit du regard le jeune homme qui scellait sa jument Pie. Ses gestes étaient toujours aussi agiles et assurés, mais maintenant, Joe y voyait autre chose. Trop de petits détails convergent vers une seule et même image. La route du deuxième jour traversait un terrain plus accidenté. Les collines devenaient plus hautes, les gorges plus profondes. De temps à autre, ils devaient mettre pied à terre et mener leurs chevaux par la bride sur des passages particulièrement escarpés. C'est lors d'une de ces traversées que Joe obtint une nouvelle confirmation de ses soupçons. Sam glissa sur des pierres instables et commença à tomber. D'un geste instinctif, Joe tendit la main pour le retenir et, un instant, sentit sous sa paume quelque chose qui dissipa définitivement ses doutes. « Fais attention », dit-il en aidant Sam à se relever. « Merci », répondit celui-ci en rougissant visiblement. Leurs regards se croisèrent, et Joe y eut de la peur. Pas la peur de la chute, mais celle de voir son secret potentiellement découvert. Joe passa le reste de la journée à réfléchir. Que faire de cette découverte? Pourquoi une jeune femme se faisait-elle passer pour un homme? Et surtout, qu'est-ce que cela signifiait pour leur expédition? Le soir, ils s'arrêtèrent près d'une ferme abandonnée. La maison avait brûlé depuis longtemps, ne laissant que des fondations en pierre et un puits. Mais l'endroit était abrité et relativement sûr. Après le dîner, Joe attendit que les autres se dispersent et s'approcha de Sam, qui était assis près du puits, nettoyant son revolver. « Il faut qu'on parle », dit-il à voix basse. Sam se figea sans quitter son arme des yeux. « De quoi ?»« Tu sais de quoi. Viens, là où personne ne nous entendra. » Ils s'éloignèrent derrière les ruines de la maison. Joe s'arrêta et se tourna vers son compagnon. « Je sais qui tu es ?» dit-il sans détour. « La question, c'est pourquoi tu fais ça. » Sam garda le silence un long moment, luttant intérieurement. Finalement, il leva les yeux, et Joe y vit non pas de la peur, mais de la détermination. « Je m'appelle Sarah, » dit-elle doucement, « Sarah Wilson, et j'ai de bonnes raisons de cacher ma véritable identité. » Sa voix sonnait différemment, plus douce, plus féminine. Apparemment, elle s'était efforcée de la rendre plus grave tout ce temps. « Quelle raison ?» demanda Joe. Sarah prit une profonde inspiration. « Il y a 3 mois, la bande d'Iron Dan McAllister est arrivée dans notre ville. Ils pillaient les fermes, tuant les hommes. Et les femmes ?» Elle marqua une pause. « Ils traitaient les femmes pire que du bétail. » Joe fronça les sourcils. Il avait entendu parler d'Iron Dan, un bandit cruel recherché par les autorités de plusieurs États. « Mon père a tenté d'organiser la résistance, » poursuivit Sarah. « Il a rassemblé les voisins, voulait leur tenir tête. Mais il y avait un traître parmi nous. La bande a attaqué la nuit, quand personne ne s'y attendait. » Sa voix trembla, mais elle continua. « Mon père a été le premier tué. Ma mère, ils l'ont emmené avec eux. J'ai été sauvé par hasard. J'étais dans la grange quand l'attaque a commencé. Je me suis caché dans une meule de foin et j'y suis resté jusqu'au matin. »« Et ensuite ?» demanda doucement Joe. « Ensuite, j'ai compris que si je restais une femme, je serais une proie facile pour n'importe qui. J'ai coupé mes cheveux, mis les vêtements de mon père, pris son nom et ses papiers. Sam est le diminutif de Samuel, le 2e prénom de mon père. Et pourquoi un travail de mercenaire? Pourquoi ne pas devenir couturière ou institutrice? » Les yeux de Sarah s'enflammèrent,
parce que je compte retrouver Hirondan et sa bande et venger mes parents. Seul contre toute une bande, c'est du suicide. Pas forcément seul. Je cherche des gens pour m'aider, pour une bonne paix ou par sens de la justice. Joe secoua la tête. La vengeance est mauvaise conseillère, Sarah. Elle aveugle et mène à la mort. Et qu'auriez-vous fait à ma place? Demanda-t-elle brusquement. Vous auriez oublié vos parents? Accepté que leurs assassins se promènent en toute liberté? Je me serais adressé aux autorités. Quelles autorités? Ricana amèrement Sarah. Le shérif de notre comté est soit un lâche, soit de mèche avec les bandits. Les marshals fédéraux arriveront quand il sera trop tard. Il ne me reste plus qu'à compter sur moi-même. Joe comprenait ses sentiments. Lui-même s'était retrouvé plus d'une fois dans des situations où la loi était loin et où la justice se trouvait au fond d'un étui de pistolet. « D'accord, » dit-il. « Admettons que je comprenne tes motivations. Mais que comptes-tu faire maintenant? Travailler comme mercenaire jusqu'à ce que tu trouves les bandits? » Exactement. Les mercenaires savent ce qui se passe dans la région. Tôt ou tard, je tomberai sur une piste. Et si ton déguisement est découvert? Sarah se redressa. Alors je devrais compter sur mon habileté au tir et sur l'honnêteté de ceux qui découvriront la vérité. Ils restèrent en silencieux, se regardant. Joe réfléchissait. D'un côté, une tromperie restait une tromperie. De l'autre, la jeune femme avait de sérieuses raisons pour cela. Et elle tirait vraiment bien. Les autres ne doivent pas savoir, dit-il finalement. Vous ne me trahirez pas? Tant que tu fais ton travail, non. Mais si ton secret met les autres en danger, il ne les mettra pas en danger, dit fermement Sarah. Je le promets. Alors, nous avons un accord, mais je veux que tu sois particulièrement prudente. Le canyon de l'Aigle nous attend, et là-bas, un vrai combat pourrait éclater. Je suis prête. On verra bien. Ils retournèrent au camp. Les autres n'avaient pas remarqué leur absence. Charlie et Miguel jouaient aux cartes, Tom vérifiait les harnais. Sarah redevint Sam, mais Joe voyait maintenant les efforts que cela lui coûtait. Le lendemain devait être décisif. Le canyon de l'Aigle était réputé pour ses embuscades, et la bande de Black Jack contrôlait tous ses accès. S'ils voulaient atteindre El Paso, il n'y avait pas d'alternative. Le matin, alors que le soleil apparaissait à peine à l'horizon, la caravane se mit en route. La route montait de plus en plus haut dans les montagnes. L'air se rafraîchissait. Joe sentait la tension chez chacun de ses compagnons. « Dans 1 heure, nous serons à l'entrée du canyon », annonça-t-il. « Vérifiez vos armes et restez sur vos gardes. » Sarah chevauchait à ses côtés, et il voyait qu'elle était plus nerveuse que les autres. Ce qui n'était pas surprenant pour une jeune femme, même habile au tir. Le combat à venir serait une rude épreuve. « Ne t'inquiète pas, » dit-il à voix basse. « L'important, c'est de ne pas paniquer et d'écouter les ordres. »« Je ne vous décevrai pas, » répondit-elle. Mais sa voix trahissait son anxiété. Le canyon de l'Aigle les accueillit dans un silence de mort. De sautes marches, haute falaise surplombaient la route étroite, créant des conditions idéales pour une embuscade. Joe ordonna à tout le monde de se tenir prêt au combat. Ils avaient parcouru la moitié du canyon quand le premier coup de feu retentit. « Embuscade !» cria Joe en dégainant son revolver. Des balles se mirent à pleuvoir depuis les falaises. Les chevaux hennirent, les chariots s'immobilisèrent. Charlie, jurant, sauta de son siège et se mit à l'abri derrière une roue, tandis que Tom et Miguel prenaient une position de part et d'autre de la route. Sarah. Joe se retourna et la vit derrière un gros rocher, visant les falaises. Elle tirait méthodiquement, sans panique, et plusieurs bandits avaient déjà dévalé la pente. « Ils sont trop nombreux !» cria Miguel. « Il faut forcer le passage. » « On tient bon, » répondit Joe. « Leurs munitions ne sont pas inépuisables. » Le combat dura environ une demi-heure.
Les bandits avaient l'avantage de la position, mais les défenseurs de la caravane tiraient avec plus de précision. Peu à peu, les tirs venant des hauteurs faiblirent. « On dirait qu'on les a repoussés », dit Charlie en rechargeant son revolver. « Ne te réjouis pas trop vite, » répondit Joe en désignant l'autre bout du canyon. De là, un groupe de cavaliers s'avançait vers eux, une quinzaine d'hommes armés jusqu'aux dents. C'était le gros de la bande, pendant que les tireurs sur les falaises distrayaient la caravane. « Préparez-vous au combat à cheval !» ordonna Joe. Mais Sarah sortit brusquement de son abri et courut vers les chariots. « Hé, où vas-tu » cria Charlie. « J'ai une idée » répondit-elle. Joe la vit s'affairer près d'un des coffres d'argent, mais ne comprit son plan que lorsqu'elle alluma une mèche. « Tous à couvert » hurla-t-il. Une explosion secoua le canyon. Sarah avait utilisé la poudre des cartouches pour fabriquer une bombe artisanale. Un pan de la falaise s'effondra, barrant la route entre les bandits et la caravane. « Malin !» s'exclama Miguel admiratif. « Maintenant, ils vont devoir faire un détour. »« Et pendant ce temps, nous sortirons du canyon », ajouta Joe, regardant Sarah avec un respect nouveau. Pendant que les bandits déblayaient les éboulis, la caravane reprit rapidement sa route. Le soir, ils étaient en sécurité, hors du territoire contrôlé par Black Jack. Autour du feu de camp, l'ambiance était à la fête. Tous savaient que le pire était derrière eux. « Le bleu n'est pas si mauvais, finalement », disait Charlie en tapant sur l'épaule de Sarah. « Où as-tu appris à faire des trucs pareils ?»« Mon père m'en a parlé, » répondit-elle. « Il a servi dans l'armée. » Joe écoutait la conversation en pensant à quel point son opinion sur Sam avait changé en quelques jours. Sarah s'était révélée non seulement une excellente tireuse, mais aussi une combattante intelligente. Et, plus important encore, une camarade fiable. Tard dans la soirée, alors que les autres dormaient, ils se retrouvèrent en seuls près du feu mourant. « Merci, » dit doucement Sarah, « de ne pas m'avoir trahi et d'avoir eu confiance. »« Tu as mérité cette confiance, » répondit Joe. « Aujourd'hui, tu nous as tous sauvés. Nous sommes une équipe, comme vous l'avez dit. On n'abandonne personne. » Joe la regarda plus attentivement. À la lueur des braises, le visage de Sarah paraissait très jeune et en même temps déterminé. « Et que feras-tu après El Paso ?» demanda-t-il. « Je chercherai un nouveau travail et de nouvelles pistes. Iron Dan? Oui, tôt ou tard je le trouverai. Et si je te proposais autre chose ?» Sarah le regarda, surprise. « Quoi donc? Reste avec nous. J'ai constamment du travail pour de bons tireurs. Et, avec un peu de chance, nous finirons par tomber sur la piste de tes bandits. » « Vous êtes sérieux? » ?»« Tout à fait. Tu t'es montré sous ton meilleur jour, Sarah. Je suis prête à prendre des gens comme toi dans mon équipe permanente. » Elle resta silencieuse, réfléchissant à la proposition. « Il faut que j'y pense, » dit-elle enfin. « Bien sûr, nous avons encore du temps avant d'arriver à El Paso. » Joe se leva et se dirigea vers son couchage. Mais il avait le sentiment que la décision de Sarah était déjà prise. Il le voyait dans ses yeux. Et, pour être honnête, il espérait qu'elle accepterait. En quelques jours, cette jeune femme cachée sous un nom d'homme lui était devenue chère. Trop chère pour un simple partenariat professionnel. Il restait un jour de route jusqu'à El Paso, quand un événement vint tout changer. Il s'était arrêté pour la nuit dans un petit canyon où murmurait un ruisseau et où poussaient quelques chênes centenaires. L'endroit était isolé et sûr, parfait pour se détendre après la tension des derniers jours. Miguel avait pêché du poisson. Charlie avait allumé un feu. Tom avait vérifié les chevaux. La routine habituelle après une longue journée en selle. Mais Joe remarqua que Sarah semblait particulièrement pensive. Après le dîner, la nuit tombée, elle s'approcha de lui. « On peut parler ?» demanda-t-elle, seule. Ils s'éloignèrent vers le ruisseau où le bruit de l'eau couvrait leur voix. « J'ai pris ma décision, » dit Sarah sans le regarder. « Concernant votre proposition,
J'accepte. Je veux rester dans votre équipe. Joe sentit un étrange soulagement. En quelques jours, il s'était habitué à sa présence, à son courage tranquille et à son intelligence inattendue. C'est la bonne décision, dit-il. Ensemble, nous pourrons. Mais il y a une condition, l'interrompit Sarah. Laquelle? Elle le regarda enfin, et il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, ni détermination, ni peur, mais quelque chose de plus complexe. Je veux que vous sachiez toute la vérité, pas seulement qui je suis, mais aussi ce que je ressens. Joe fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Sarah prit une profonde inspiration. Ces derniers jours, depuis que nous nous sommes rencontrés. Elle hésita, cherchant ses mots. Vous êtes devenu plus qu'un simple chef d'équipe pour moi, et plus que celui qui connaît mon secret. Sarah, laissez-moi finir. Je sais que c'est déplacé. Je sais que pour vous, je ne suis qu'une mercenaire, même si elle est inhabituelle. Mais je ne peux pas continuer sans dire la vérité. Elle se tourna vers lui, et la lueur de la lune éclaira ses traits. Joe y vit ce qu'il soupçonnait depuis quelques jours, mais qu'il n'osait s'avouer. « Je suis tombée amoureuse de vous, Joe, » dit-elle simplement. « C'est probablement arrivé quand vous n'avez pas révélé mon secret, ou quand vous m'avez défendu contre les moqueries de Charlie, ou quand vous avez risqué votre vie pour couvrir notre retraite dans le canyon. Je ne sais pas exactement quand, mais je sais que c'est vrai. » Joe resta silencieux, stupéfait. Il s'attendait à beaucoup de choses, mais pas à ça. « Je n'attends pas de réciprocité, » continua Sarah. « Je comprends que pour vous, je ne suis qu'une gamine en difficulté qui essaye de survivre. Mais je ne pouvais pas me taire. Je ne pouvais pas travailler à vos côtés en cachant cela aussi. Sarah, tu dois comprendre. » « Je comprends. Vous êtes plus âgée, plus expérimentée. Vous avez sûrement eu d'autres femmes, plus belles et meilleures que moi. Je ne demande rien. Je voulais juste que vous sachiez. » Joe la regarda. Ce jeune visage aux yeux déterminés, cette jeune femme prête à renoncer à sa féminité pour la vengeance et à suivre la voie d'une mercenaire. Quelque chose se serra dans sa poitrine. « Tu te trompes, » dit-il doucement. « En quoi? » « Sur le fait que pour moi tu n'es qu'une gamine en difficulté, et sur le fait que je ne remarque rien. » Sarah tressaillit. « Que voulez-vous dire ?» Joe s'approcha. Il n'y avait que quelques centimètres entre deux. Je veux dire que ces derniers jours ont été une épreuve pour moi, parce que j'essayais de me convaincre que ce que je ressentais n'était qu'un désir de protéger quelqu'un de plus jeune et de plus faible. Mais ce n'est pas le cas. Joe. Quand j'ai compris qui tu étais vraiment, mon premier sentiment n'a pas été la colère face à la tromperie. C'était du soulagement, parce que j'ai enfin compris pourquoi je ne pouvais pas arrêter de penser à Sam. Pourquoi chacun de tes mouvements, chacune de tes paroles me semblait important. Sarah le regardait avec des yeux écarquillés. « Et quand aujourd'hui, dans le canyon, tu t'es précipité vers les chariots sous le feu, » continua Joe, « j'ai compris que s'il t'arrivait quelque chose, ce ne serait pas seulement la perte d'un bon tireur, ce serait la perte d'une partie de moi-même. » « Vous êtes sérieux? » »« On ne peut plus sérieux. » Joe tendit la main et lui toucha doucement la joue. « Mais tu dois comprendre dans quoi tu t'engages, Sarah. Ma vie n'est pas faite pour la famille et la tranquillité. Je suis un mercenaire et mon travail comporte des risques et des dangers. Et moi, je suis une petite chose fragile ?» sourit-elle. « J'ai choisi cette voie aussi, Joe. Et je ne cherche pas une vie tranquille. Je cherche la justice. Et apparemment l'amour aussi. » Ils étaient très proches. Joe sentait la chaleur de son corps. Voyait le pouls battre rapidement à son cou. « Sarah, » dit-il d'une voix rauque, « si nous franchissons cette ligne, il n'y aura pas de retour en arrière. » « Et qui a dit que je voulais faire marche arrière ?» Joe ne put se retenir plus longtemps. Il se pencha et l'embrassa. D'abord avec précaution, presque timidement,
Puis, avec une passion grandissante, Sarah lui répondit avec l'avidité de quelqu'un qui a longtemps été privé de proximité. Ses lèvres étaient douces et chaudes, et ses mains s'agrippèrent fermement à son cou. Quand ils se séparèrent, ils respiraient tous les deux difficilement. « Mon Dieu, murmura Sarah, j'en ai rêvé si longtemps. Moi aussi, même si je ne me l'avouais pas. » Ils s'assirent sur un gros rocher près du ruisseau, sans se lâcher la main. « Et maintenant ?» demanda Sarah. « Maintenant, nous devons être prudents, » répondit Joe. « Les autres ne doivent deviner ni qui tu es, ni notre relation. Du moins, pour l'instant. Pourquoi? Parce que cela changerait la dynamique de l'équipe. Les hommes pourraient se commencer à te traiter différemment s'ils apprennent que tu es une femme. Et s'ils apprennent pour nous? Il hésita. Ils pourraient penser que je fais du favoritisme. Sarah hocha la tête. Je comprends. Je serai prudente. Et encore une chose, ajouta Joe sérieusement. Ta vengeance. Je ne te dissuaderai pas de chercher Hirondan, mais promets-moi que tu n'agiras pas seul, quoi qu'il arrive. Promis. Maintenant, j'ai une raison d'être plus prudente. Laquelle? Sarah sourit, le premier sourire vraiment heureux depuis qu'ils se connaissaient. Maintenant, je n'ai pas seulement la vengeance, mais aussi l'amour. Et je ne veux perdre ni l'un ni l'autre. Ils restèrent près du ruisseau jusqu'à tard dans la nuit, parlant de l'avenir, de leurs projets, de leurs sentiments. Joe lui raconta sa vie d'avant, comment il était devenu mercenaire, les femmes qui avaient partagé sa vie et qui étaient un parti, incapable de supporter son mode de vie. « Je ne suis pas comme ça, » dit Sarah. « J'ai choisi cette route moi-même. Je sais, c'est pour ça que je suis tombé amoureux. » Et Sarah lui parla de son enfance à la ferme, de son père qui lui avait appris à tirer et à monter à cheval, de sa mère qui voulait faire d'elle une vraie dame. « Je pense que maman serait horrifiée de me voir maintenant, » dit-elle avec un sourire triste. « Je pense qu'elle serait fière, » objecta Joe. « Tu as survécu à une situation qui en aurait brisé plus d'un. » Quand ils retournèrent au camp, tout le monde dormait. Sarah s'installa à sa place derrière le rocher et Joe à la sienne. Mais maintenant, la distance entre eux ne semblait plus si grande. Le matin, ils redevinrent Joe et Sam, le chef de l'escouade et son subordonné. Mais des regards pleins de chaleur et de compréhension s'échangeaient entre eux. « Aujourd'hui, on arrive à El Paso », annonça Joe au petit déjeuner. « On livre la cargaison, on touche notre paye, et chacun décidera de la suite. »« Tu as de nouvelles commandes, Joe ?» demanda Miguel. « Pas pour l'instant. Je pense qu'on peut se détendre une semaine. Et toi, le jeune ?» s'adressa Charlie à Sarah. « Tu restes avec nous ou tu cherches autre chose ?»« Une nouvelle opportunité s'est peut-être présentée, » répondit évasivement Sarah. « Et laquelle? Il est trop tôt pour en parler. Si ça se concrétise, je vous le dirai. » Après le petit déjeuner, Joe et Sarah se dirigèrent vers le bâtiment du tribunal fédéral où, selon le shérif, logeait le Marshal McKenna. C'était un homme d'une 50aine d'années, avec une moustache grise et des yeux gris perçants. « Le shérif Wilkins m'a dit que vous pourriez être utile dans l'affaire Hirondan, » dit-il après avoir écouté leur histoire. « Je veux qu'ils répondent de la mort de mes parents, » dit Sarah, « et je suis prête à aider les autorités pour y parvenir. Et vous, monsieur Carter, quel est votre intérêt dans cette affaire? »« Personnel, » répondit sèchement Joe, « et professionnel aussi. Les bons mercenaires n'aiment pas que les bandits donnent une mauvaise réputation à tous ceux qui travaillent avec une arme. » Le marshal eut un sourire en coin. « Compris. Eh bien, j'ai effectivement un plan dans lequel vous pourriez tous les deux être utiles. Dites-nous. Hirondan a sa base quelque part dans les montagnes entre le Nouveau-Mexique et l'Arizona. L'emplacement exact est inconnu. Mais nous savons que ces hommes apparaissent régulièrement dans plusieurs villes frontalières. Ils boivent, jouent aux cartes, se vantent de leurs exploits. Et que proposez-vous? Mademoiselle Wilson obtiendra un travail dans l'une de ces villes. Officiellement,
barmaid ou danseuse dans un saloon. Officieusement, mes yeux et mes oreilles. Et moi, demanda Joe, vous serez à proximité avec une petite équipe, prête à réagir rapidement si quelque chose tourne mal. Ça semble raisonnable, convint Joe, mais je veux des garanties pour la sécurité de Sarah. Mais lesquelles? Mais une communication constante, la possibilité d'une évacuation d'urgence, et aucune action sans ma participation. Le marshal réfléchit. D'accord, mais comprenez bien que c'est une opération à long terme. Il faudra peut-être plusieurs mois pour obtenir les informations nécessaires. Et nous sommes mis prêts, dit Sarah en regardant Joe. Alors, bienvenue dans l'équipe des Marshals fédéraux, dit McKenna. Officieusement, bien sûr. Ils passèrent tout le reste de la journée à discuter des détails de l'opération. Sarah devait se rendre dans la petite ville de Pine Ridge, où se trouvait le saloon Silver Dollar, un endroit souvent fréquenté par les hommes d'Iron Dan. Joe, avec un petit groupe d'assistants, s'installerait dans la ville voisine de San Carlos, à 20 miles au sud. « Quand commençons-nous » demanda Sarah. « Dans 3 jours », répondit le marshal. « Il faut préparer les documents et la couverture. » Le soir, dans leur chambre d'hôtel, Sarah et Joe discutaient des changements à venir dans leur vie. « Tu n'as pas peur ?» demanda-t-il. « Si j'ai peur, » répondit-elle honnêtement, mais pas plus que le premier jour où je me suis fait passer pour un homme. La peur est normal. L'important, c'est de ne pas la laisser prendre le dessus. Tu as changé depuis que nous nous sommes rencontrés, remarqua Joe. En bien ou en mal. En bien, tu es devenue plus sûre de toi, plus forte. Et en même temps, tu es restée la même jeune femme douce que j'ai aimée. Sarah se blottit contre lui. Et si quelque chose tourne mal, si on ne se revoit plus? On se reverra, dit fermement Joe. Je te le promets. Et quand tout sera terminé, nous penserons à l'avenir. À notre avenir. Lequel? Je ne sais pas encore. Peut-être qu'on achètera un ranch quelque part dans un endroit tranquille. Peut-être qu'on continuera à travailler ensemble, mais en tant que mari et femme. C'est une demande en mariage? Demanda Sarah, avec un sourire. C'est une promesse, répondit Joe. Quand nous aurons attrapé Iron Dan, je te ferai une vraie demande. Ils s'embrassèrent jusqu'à tard dans la nuit, sachant que la séparation et le danger les attendaient. Mais maintenant, ils n'avaient pas seulement l'amour, mais aussi un but commun. Et cela les rendait plus forts. Le sable de la prairie était encore chaud le soir, au point que les chaussures semblaient remplies de charbons ardents. Sarah marchait dans la rue poussiéreuse de Pine Ridge, portant une cruche d'eau vers l'arrière du saloon, Silver Dollar. Ses cheveux courts étaient rapidement dissimulés sous un bonnet. Une robe en coton délavé couvrait ses épaules. Et à son poignet, un bracelet, simple accessoire en apparence, était en réalité un fin fil de signalisation caché sous sa manche. Cette fois, son rôle était le plus dangereux, servante et tenancière de bar. En réalité, les yeux et les oreilles du marshal, une femme en quête de vérité. Et ni l'enseigne ni la routine ennuyeuse ne promettaient une vie facile. Chaque jour, Sarah observait de nouveaux visages, vagabonds, mineurs, et une faune hétéroclite qui remplissait la salle de rire, de bagarres et du cliquetis des pièces. Elle servait, nettoyait les planchers, écoutait les confidences d'ivrogne. En une semaine, elle avait appris non seulement les noms, mais aussi les habitudes et les vieilles rancunes de chacun habitué. Parfois, elle surprenait des regards. Certains la dévisageaient comme une marchandise, d'autres avec moquerie, d'autres encore avec suspicion. Elle tenait bon, ne se permettant aucune erreur. Chaque soir, elle pleurait en cachette. La tension, la peur, la fatigue et la solitude pesaient plus lourd qu'une pierre sur sa poitrine. De courtes notes de Joe lui parvenaient,
par l'intermédiaire d'un assistant du marshal ou de voyageurs de passage. Vivante, tout est calme. J'ai confiance. J'attends le signal. Sarah relisait ces mots à l'aube, quand le silence était épais et collant, et serrait le papier contre son cœur, comme une amulette porte-bonheur. Parfois, des figures importantes de la bande de Dan McAllister entraînent, remplissant la salle jusqu'à faire grincer le plancher. On les reconnaissait facilement à leur manière. L'un laissait toujours une grosse pièce à la serveuse, un autre se léchait les lèvres avant de boire son whisky, un troisième regardait autour de lui en faisant craquer nerveusement ses doigts. Sarah portait une attention particulière à un homme taciturne et sombre, surnommé le Serpent. C'était le messager d'Iron Dan, et sa présence ne laissait qu'un froid désagréable dans son dos. Il parlait rarement, mais quand il le faisait, tout le monde écoutait. Un soir, un nouveau groupe entra dans le saloon. 3 grands gaillards et un type roux aux larges épaules. Ce dernier sembla familier à Sarah. Il apparaissait souvent dans les descriptions de Joe sur les pillards. S'il n'était pas un bandit lui-même, il était certainement leur informateur. « Ma jolie, encore un whisky », beugla le rouquin. Sarah posa le verre devant lui sans trembler. « Qu'est-ce que tu regardes? Tes nouvelles ou quoi? Je n'aime pas renverser le whisky. »« Ça sent mauvais, » répondit calmement Sarah avant de s'éloigner. Des rires éclatèrent au derrière elle. Ce même soir, elle surprit une conversation importante. Le rouquin parlait à voix basse avec le Serpent près de la cuisine. « Le chef sera là demain, préparez l'arrière-salle. Amenez-le ici, on fera du bruit pour qu'aucune souris ne s'infiltre. » Ce sera fait. Lâcha sèchement le Serpent. Le cœur de Sarah se serra douloureusement. Demain, Iron Dan serait là, son ennemi, le but pour lequel tant avait été perdu et sacrifié. Le lendemain, Sarah se déplaça comme dans un état fiévreux. Elle maintenait l'ordre, servait les boissons, souriait quand on l'exigeait. Elle s'efforçait de ne trahir son anxiété ni par son expression, ni par sa démarche. Pendant le déjeuner, elle activa discrètement son bracelet signal, envoyant un message à Joe et à son équipe à San Carlos. Le soir, la clientèle changea, plus dure, plus silencieuse, chaque homme scrutant chaque recoin et chaque nouvelle ombre. Sarah remarqua que le Serpent la regarda à 2 reprises. D'habitude, il ne lui prêtait aucune attention. Une vague inquiétude naquit en elle. Quand un bruit sourd retentit, comme de la poudre humide attrapant une étincelle, il entra, grand, une cicatrice blanche sur la joue gauche, des mains lourdes, des épaules larges, et des doigts bleuis par la poudre et le maniement des armes. Iron Dan. Derrière lui, une ombre dense d'hommes. Les clients se collèrent aussitôt au mur. Le propriétaire du saloon était invisible. Les filles de la cuisine se cachaient en derrière une porte. Mais Sarah resta dans la salle. Elle observait Dan à la dérobée, le voyant parler au rouquin, lui agrippant l'épaule de sa main rugueuse. « Tout est clean ?» aboya Dan. « Oui, patron, on est prêt » répondit le rouquin. « Surveillez les portes. Personne ne sort avant l'aube » ordonna sèchement Dan. Ce soir, c'était donc son spectacle personnel. Apparemment, une distribution de butin ou l'arrivée d'un invité important d'une autre bande était prévue. Les conversations à ce sujet se tenaient à voix haute. Sarah comprit qu'elle devait agir, sinon tout finirait dans le sang ou par l'échec de la mission. Elle ne pouvait ni quitter le bâtiment, ni céder à la peur. Retenant son souffle, elle se glissa lentement dans la cuisine et, par une bouche d'aération de l'arrière-cour, se faufila dans le désert nocturne, froid et frissonnant. Elle courut le long des arrière-cours du saloon, rapide comme toujours. Mais cette fois, elle ne fuyait pas. Elle revenait par une porte de service pour ne pas éveiller les soupçons. Depuis l'une des pièces de la forge, Sarah aperçut des silhouettes de cavaliers, approchant de la ville depuis la prairie. Joe menait le détachement, le visage fatigué mais déterminé. Il savait qu'il prenait un risque.
Si quelque chose tournait mal, ils mourraient tous les deux. Le marshal McKenna ajusta son chapeau et ordonna l'arrêt. « Dès qu'on voit le signal, on entre », lança-t-il à Joe. « Sarah n'a pas beaucoup de temps », murmura Joe. « Même si elle parvient à faire parler Dan, il faudra des renforts immédiatement. » À cet instant, une lumière vacilla à une fenêtre du premier étage. Un bref éclat de lanterne, à peine perceptible. C'était le signal convenu. Le danger était proche. « C'est l'heure !» lança le marshal. Les coups de feu éclatèrent. Joe fit irruption le premier, son revolver prêt, suivi au pas de course par les marshals. À l'intérieur, ce fut le chaos. Détonation, cris, sifflement des balles et fracas de verre. Sarah se plaqua contre un mur, cachant son petit colt sous son tablier. La peur martelait ses tempes, l'empêchant de respirer, mais sa volonté la forçait à tenir bon. Une mêlée confuse éclata dans la salle. Hirundo rassemblait ses hommes, mais Joe se frayait déjà un chemin vers lui. « Personne ne bouge, jetez vos armes !» cria-t-il. « Seulement si tu jettes jette la tienne !» rugit Dan en retour. Les marshals se déployèrent, désarmant les bandits. C'est alors que Joe aperçut Sarah près de l'entrée, le visage presque blanc, les yeux brûlants d'une lueur quasi folle, mais sa main tenait fermement son arme. À un moment, Dan attrapa une otage, une des filles de la cuisine. Sarah contourna la salle, s'approchant sans attirer l'attention. « Jetez vos armes ou elle est morte !» menaça Dan. C'était le moment de vérité. Sarah leva lentement les mains, regardant Joe droit dans les yeux. Un accord silencieux passa entre eux. Joe hocha la tête. « Vas-y !» L'instant d'après, comme si elle répétait un geste du passé, Sarah tira. La balle passa à côté de la jeune fille et toucha Dan à l'épaule. Sa prise se relâcha, l'otage s'échappa. Joe se jeta en avant, saisit le bandit et le désarma. Tout le monde se figea. La salle sentait la sueur, la peur et le bois éclater. Les marshals maîtrisèrent rapidement les hommes restants de Dan. Sarah met un moment avant de pouvoir lâcher son revolver. Plus tard, une fois la ville calmée, le marshal déclara devant la foule rassemblée: « C'est grâce au courage et au sang-froid de cette femme que nous avons capturé le criminel le plus dangereux de la frontière. » Tous les regards se tournèrent vers Sarah. Certains avec une admiration nouvelle, d'autres avec envie, d'autres encore avec une inquiétude pour l'avenir. Elle sortit de la salle et rejoignit Joe qui se tenait près du poteau d'attache. « Tu es vivante », souffla-t-il d'une voix rauque. « Nous sommes tous les deux en sécurité maintenant. » « Pour combien de temps, je ne sais pas, » dit Sarah en se blottissant contre sa poitrine. Un chariot grinça au loin, le vent balayant la poussière et l'herbe sèche dans la rue. Pour la première fois depuis longtemps, une nuit calme et paisible régnait sur la petite ville. Mais à l'intérieur de Sarah brûlait un feu que nul désert ne pouvait éteindre, un sentiment de liberté, d'inquiétude et d'amour. Elle savait que ce n'était pas la fin, qu'un long chemin l'attendait encore. Mais pour la première fois, son cœur battait librement, aux côtés de celui qui était devenu le sens de tous ses risques. Le matin suivant l'arrestation d'Hirundo, Pine Ridge semblait différente, comme si la ville s'était débarrassée d'un lourd fardeau de peur. Les gens sortaient dans les rues sans regarder par-dessus leur épaule. Les commerçants ouvraient leurs boutiques sans crainte, et les enfants jouaient dans les cours, sans sursauter au moindre bruit. Sarah était assise sur le porche du saloon, contemplant cette scène paisible. Elle tenait dans ses mains une lettre de sa mère, la première depuis de longs mois. Le marshal McKenna avait retrouvé la femme et lui avait annoncé que sa fille était vivante et en bonne santé. « Ma chère Sarah », lisait-elle d'une écriture familière. « Je n'arrive pas à croire que pendant tout ce temps, tu étais si proche et en même temps si loin. Hirundo me retenait dans son camp dans les montagnes, me forçant à cuisiner et à laver pour sa bande. Chaque jour, je priais pour avoir de tes nouvelles, tout en craignant d'apprendre le pire.
Maintenant qu'il est arrêté et que je suis libre, je comprends que tu es devenue une toute autre jeune femme. Courageuse, forte, indépendante. Ton père aurait été fier de toi. » Les yeux de Sarah s'emplirent de larmes, les premières larmes de soulagement depuis tout ce temps. « De bonnes nouvelles ?» demanda Joe en s'approchant. « Les meilleures. Maman est vivante, Joe. Hirandan ne l'a pas tuée. Il l'a gardée comme esclave. Mais elle est vivante. » Joe s'assit à côté d'elle et lui passa un bras autour des épaules. « Où est-elle maintenant ?»« À Santa Fe, chez les Sœurs de la Charité. Le marshal dit qu'elle est faible, mais qu'elle se remet. Alors, nous irons la voir. Nous. Bien sûr, nous. Tu pensais que j'allais te laisser partir seule après tout ce qui s'était passé ?» Sarah se tourna vers lui, et Joe vit dans ses yeux ce qu'il cherchait, non pas de la gratitude ou de la dépendance, mais un amour, d'égal à égal. « Et ton équipe ?» Charlie, Tom et cet homme et Miguel cherchent sûrement déjà un nouveau travail. Qu'ils cherchent. J'ai des affaires plus importantes à régler. Lesquelles ? Joe se leva, posa un genou à terre sur le porche poussiéreux et sortit de sa poche une petite bague ornée d'une pierre simple. « Sarah Wilson, tu as traversé le feu et l'eau pour obtenir justice. Tu m'as montré ce qu'est le vrai courage. Tu as changé ma vie et m'as rendu meilleur. Veux-tu m'épouser ?» Sarah le regarda, n'en croyant pas ses yeux. « Joe, tu es sérieux? Ici même, sur le porche d'un saloon ? C'est ici que tu m'as dit la vérité pour la première fois. C'est ici que tu as risqué ta vie pour la justice. C'est ici que nous sommes devenus une équipe. Pas seulement au travail, mais dans la vie. C'est l'endroit parfait. »« Oui, » murmura Sarah. « Oui, bien sûr, oui. » Joe lui passa la bague au doigt, Kawawasa au doigt. Elle était presque à la bonne taille. « D'où vient cette bague ?» demanda-t-elle en examinant la simple monture en or sertie d'un petit diamant. « Je l'ai achetée à El Paso, avant que nous nous séparions. Au cas où, au cas où, au cas où tu accepterais de lier ta vie à la mienne. » Et ils s'embrassèrent sur le porche, sans prêter attention aux regards curieux des passants. Pour la première fois depuis des mois, Sarah pouvait montrer ses sentiments, sans se cacher ni faire semblant. « Et maintenant ?» demanda-t-elle lorsqu'ils se séparèrent. « Maintenant, nous allons voir ta mère. Ensuite, le mariage. Et après le mariage ?» Joe réfléchit. « Après le mariage, nous déciderons de la vie que nous voulons mener. Par exemple, on pourrait acheter un ranch dans un endroit tranquille. Élever des chevaux, du bétail, vivre en paix, ou bien, on pourrait continuer à travailler ensemble. Plus comme des mercenaires, mais comme des assistants des autorités fédérales. Le marshal McKenna nous a proposé une collaboration permanente. » Sarah sourit. « Tu sais ce que je préfère ? » ?»« Quoi ? » ?»« La deuxième option. Je me suis habitué à la liberté, Joe. À la route, aux nouveaux endroits, même aux dangers. Je ne sais pas si je pourrais rester à la maison à faire des tartes maintenant. »« Alors tu ne feras pas de tartes, » rit Joe. « Tu tireras sur les scélérats et tu protégeras les innocents. Avec toi. Seulement avec moi. » Ils passèrent encore 3 jours à Pine Ridge pour régler les formalités. Hirandan et sa bande furent remis aux autorités fédérales pour être jugés. Le marshal McKenna proposa officiellement à Joe et Sarah un poste d'agents spéciaux. « Réfléchissez-y, dit-il. Il y a beaucoup de travail sur la frontière pour des gens comme vous, qui connaissent donc les coutumes locales et savent se défendre. Nous y réfléchirons, promit Joe, après avoir réglé nos affaires personnelles. » Le 4e jour, ils partirent pour Santa Fe. Sarah chevauchait aux côtés de Joe, mais cette fois, elle était vêtue en femme, d'une simple robe de voyage, et ses cheveux, qui avaient commencé à repousser, étaient noués en une longue tresse. « C'est étrange, dit-elle le premier soir au coin du feu.
Pendant des mois, je me suis fait passer pour un homme, et maintenant je me sens mal à l'aise en robe. Ça te va bien, remarqua Joe. Les deux. Tu es belle de toute façon, même avec des vêtements d'homme poussiéreux et les cheveux coupés courts. Surtout comme ça, parce que c'est là que je suis tombé amoureux de toi, pas pour ta beauté, mais pour ton caractère. Le voyage jusqu'à Santa Fe dura 1 semaine. Ils prirent leur temps, savourant la possibilité d'être ensemble sans secret ni danger. Ils parlaient de l'avenir, de leurs projets, de ce que serait leur famille. « Tu veux des enfants ?» demanda Sarah un soir. « Avec toi, oui, » répondit Joe. « Et toi ?»« J'ai peur, » admit-elle honnêtement. « Les enfants, c'est une grande responsabilité. Et notre vie n'est pas vraiment faite pour la tranquillité familiale. Alors nous attendrons. Nous verrons comment les choses évoluent. L'important, c'est que nous soyons ensemble. » À Santa Fe, une surprise les attendait. La mère de Sarah n'était pas la femme faible et brisée à laquelle il s'attendait, mais une femme forte et déterminée, très semblable à sa fille. « Alors c'est lui, ce fameux Joe dont tu me parles ?» demanda Elizabeth Wilson en examinant attentivement le fiancé de sa fille. « Oui, maman, c'est lui. Et il sait que tu tires de mieux que la plupart des hommes. Il le sait. Et que tu es têtue comme une mule. » « Il le sait aussi, » sourit Joe. « Et que tu as un sale caractère le matin. »« Maman ?» rougit Sarah. « Je le sais aussi, » confirma Joe. « Et je l'aime quand même. » Elizabeth hocha la tête avec approbation. « Alors je bénis ce mariage, mais à une condition. »« Laquelle ?» demanda Sarah, méfiante. « Le mariage aura lieu ici, à Santa Fe, à l'église, comme il se doit. Et je veux des petits-enfants tant que je suis encore assez jeune pour m'en occuper. Maman, nous n'avons pas encore décidé. Si, vous avez décidé. Ça se voit à la façon dont vous vous regardez. Les couples comme vous ne tardent pas à avoir des enfants. Le mariage eut lieu 1 mois plus tard. Simple, modeste, mais très chaleureux. Les témoins furent le Marshal McKenna et, à la surprise générale, Charlie Murphy, qui les avait retrouvés pour les féliciter. « Je n'aurais jamais cru que notre Sam serait une si belle femme, » dit-il à Joe après la cérémonie. « Mais maintenant, je comprends pourquoi tu la regardais si étrangement. »« Tu te doutais de quelque chose ?» s'étonna Joe. « Je m'en doutais. Il se comportait de manière trop délicate pour un vrai cow-boy. Mais j'ai décidé de ne pas m'en mêler. Chacun a droit à ses secrets. » Après le mariage, les jeunes mariés restèrent à 2 semaines de plus à Santa Fe. C'était leur lune de miel, le premier moment de leur relation où ils pouvaient simplement être mari et femme, sans penser au danger et à la tromperie. « Tu sais à quoi je pense ?» dit Sarah un matin, allongée dans le lit à côté de Joe. « À quoi ? Si on m'avait dit il y a 6 mois que je serais mariée à un mercenaire, que je vivrais au Nouveau-Mexique et que je travaillerais pour les autorités fédérales, je ne l'aurais pas cru. Et si on m'avait dit que j'épouserais une jeune femme qui se faisait passer pour un homme pour venger ses parents, je ne l'aurais pas cru non plus. Mais nous voilà, nous voilà. » Sarah se tourna vers lui. « Joe, est-ce que tu regrettes quelque chose ?»« Que pourrais-je regretter ? J'ai la femme la plus incroyable du monde, un travail intéressant et un avenir plein de possibilités. Même le fait que ta vie tranquille de mercenaire soit terminée. Surtout ça, je ne le regrette pas. Une vie tranquille est une vie ennuyeuse. Et avec toi, je ne risque pas de m'ennuyer. » À la fin du mois, une lettre du Marshal McKenna arriva. Il leur proposait leur première mission officielle, la traque d'une bande qui pillait les trains dans le Colorado. « On accepte ?» demanda Joe en montrant la lettre à Sarah. « On accepte, » répondit-elle sans hésiter. « Mais maintenant, nous sommes une équipe. Plus de secrets, plus de faux-semblants. Plus de secrets, » convint Joe. Joe et Sarah Carter, agents spéciaux du gouvernement fédéral.
ça sonne bien. Et dangereux. Je n'ai pas peur du danger. J'ai peur de l'ennui. Joe embrassa sa femme. Cette jeune femme qui était entrée dans sa vie sous un faux nom et avait tout changé. De nouvelles routes, de nouvelles missions, de nouveaux dangers les attendaient. Mais désormais, ils avançaient ensemble sur ce chemin, partenaires égaux au travail comme dans la vie. Et à la ferme du Kansas, où vivait autrefois une jeune fille ordinaire nommée Sarah Wilson, le vent poussait des virevoltants dans la cour envahie par les herbes. Mais cette Sarah appartenait au passé. Désormais, une autre femme parcourait les routes du Far West, une femme forte, sûre d'elle, aimante et aimée. Une femme qui s'était trouvée sous un faux nom et avait trouvé le bonheur aux côtés de celui qui l'avait acceptée telle qu'elle était. L'histoire était terminée, mais la vie ne faisait que commencer.